Welcome, Comrade Mandela, welcome. Welcome, Comrade Mandela, welcome. Welcome, our leader, welcome. Welcome, our leader. Vous êtes Nelson Mandela, l'un des hommes les plus admirés sur Terre, l'un des plus fêtés, et paraît-il, l'homme le plus célèbre de la planète. I would like to put each and every one of you in my pocket and to return with you to South Africa. Aux yeux de la jeunesse du monde, vous incarnez la victoire éclatante et réjouissante de la justice sur la force, de l'espoir sur la résignation, de la vie sur la soumission. De mémoire d'homme, aucun dirigeant n'a probablement jamais porté si haut ses valeurs. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Qui mieux que vous connaît dans sa chair le sens du mot oppression? En Afrique du Sud, elle était le fondement d'un système politique raciste, l'apartheid. L'aboutissement de l'idéologie des colons anglais et néerlandais, les afrikaners. Pendant 300 ans, ils ont placé l'homme blanc au-dessus de tous les autres, des Noirs, des Indiens et des Métis. L'apartheid, c'est vous et vos proches qui l'avez abattu. Une victoire que vous avez payée de 27 ans de prison. Lorsque vous êtes libéré, la terre entière se réjouit. Vous étiez un nom, désormais vous avez un visage. Mais qui êtes-vous vraiment, Nelson Mandela? Rares sont ceux qui vous connaissent réellement. À recueillir leur confidence se dessine votre portrait, celui d'un homme secret dont la vie, pour le bonheur de l'humanité, s'est transformée en destin. Vous naissez en juillet 1918 dans le Transkei, une pauvre province agricole au cœur de l'Afrique du Sud. Votre père est chef de village à Mvezo, tribu Tembu, nation Xhosa. Il a 4 épouses et selon la tradition, chacune d'elles a sa case. Votre père a du caractère. Pour une affaire de bétail, il tient tête au juge colonial. Sanction immédiate, il perd tout. La chefferie, ses biens et son rang social. Il devient agriculteur et vous, berger. Vous reste l'essentiel, l'innocence de l'enfant et les journées qui s'écoulent à jouer sur les rochers du village de Kounou, hier comme aujourd'hui. Telle fut donc votre véritable université, celle des espaces infinis parcourus avec vos cousins bergers. Déjà vous affirmez un trait de votre caractère, en toute chose être sérieux. Mandela était très attaché à son bétail et très sérieux à ce sujet. Il ne voulait pas qu'on se couche si une seule bête n'était pas rentrée. Mais quand on les avait toutes retrouvées, il était content et tout allait mieux. Vous excellez au jeu traditionnel du combat de bâton. Vous y comprenez que la force peut parfois servir à réparer une injustice. Vous vous en souviendrez. Mandela me défendait toujours quand des garçons me frappaient. Il les rattrapait et demandait aux plus âgés pourquoi ils m'avaient frappé. Puis il lui mettait les mains dans le dos et le maintenait ainsi pour que je le frappe et que je me venge. Vous avez 9 ans et votre père meurt. Le monde de l'enfance se dérobe sous vos pieds. Le roi du village de Mkwekwezweni, en souvenir de votre père, décide de vous élever comme son propre fils, qui s'appelle Justice. Mandela est devenu le favori de son père adoptif et de tous les anciens. Il était déjà très vif et très habile à l'époque.
Et il était très respectueux et obéissant envers le roi et tous les sages. Évidemment, Justice, le fils du roi, a été écrasé par la personnalité de Mandela. Peu à peu, votre vie bascule. Vous êtes éduqué selon la culture royale et préparé à diriger un jour le peuple. Dans la tradition, la recherche du consensus est l'art politique par excellence. Vous ne l'oublierez jamais. La première chose qu'il faut savoir à propos de Mandela, c'est que c'était un aristocrate. Même sa façon de marcher trahissait l'empreinte d'une assurance royale, comme si le monde entier leur appartenait. Et si autant de gens se rallient à Mandela, ce n'est pas tant parce qu'il incarne l'ANC, mais parce que c'est aussi un chef. Cela compte énormément. En 1934, vous allez avoir 16 ans, l'âge de devenir un homme, l'âge d'être circoncis. Le roi fait organiser la cérémonie, au rite immuable. Vous vous en voudrez longtemps d'avoir tardé quelques secondes, terrassé par la douleur, avant d'hurler « Ndi Ndoda », je suis un homme. Les festivités terminées, la hutte que vous occupiez est brûlée. Votre enfance disparaît symboliquement dans les flammes. Immédiatement, le roi, qui nourrit d'importants projets pour votre avenir, vous envoie dans les meilleures écoles du Transkei. D'abord au collège de Clarkbury, où l'on se moque de votre côté paysan. Puis à Hilltown, le plus grand lycée noir au sud de l'Équateur. Votre passage y fait encore aujourd'hui rêver. Sicinga bakhe thina ke xa sibukele sijonge iinkokheli ezinjengotata uMandela abaya ngabanye babantu abasibeke ethembeni abathi amaxhala wethu xa siseko grade 8 siko grade 10 siko grade 12 sifunda sifukuze ebumnyameni singawazi amakamva wethu wangomso banjani na kodwa sithi xa sibona bona simane sikhunjuza uswane lezolo kusithiwa babe ngabafundi kwesi sikolo sithi nathi ngenye imini sawufana nabo akwaba uThixo bengasikelela ukufunda kwelizwi lakhe ngoku bekungaphakade amen masifumane isikhundla haleluya. À l'époque, seuls les lycées confessionnels acceptent les Noirs. Monsieur Mandela n'est pas à proprement parler quelqu'un de religieux, mais c'est un homme de foi. Il est croyant, mais pas pratiquant. À chacune de nos rencontres, nous commençons par prier ensemble. S'il était, admettons, athée ou même agnostique, je crois qu'il aurait fini par me dire « Je préfère ne pas prendre part à vos prières ». Il n'a jamais rien dit de la sorte. Il est déjà loin, le jeune berger. Désormais, vous portez la cravate, pratiquez les sports des colonisateurs et n'aspirez qu'à devenir un parfait Anglais noir, selon vos propres mots. Vous avez 20 ans. Première photographie. Votre regard est sérieux, votre port altier, votre visage déterminé. Le roi vous offre un costume 3 pièces car il vous envoie dans la province du Cap à l'université de Fort Hare, la seule d'Afrique qui accepte les Noirs. Vous vous inscrivez en droit. Ici, on forme l'élite noire, on rêve d'un monde meilleur, on parle politique. Mais plus important, on se sent appartenir à une communauté bien plus large que son clan ou son ethnie, celle des non-blancs. C'était un melting pot de jeunes intellectuels, en guerre perpétuelle contre l'administration et le gouvernement. Les étudiants de Fort Hare descendaient un jour sur 2 dans les rues de la petite ville d'Alice pour manifester, protester ou faire grève.
Un jour, en tant que délégué des élèves, vous affrontez sans ménagement l'administration à propos de la qualité de la nourriture. Sanction immédiate, vous êtes renvoyé. Quel avenir vous reste-t-il? Le roi est furieux. Il vous choisit une femme à épouser et vous ordonne de rentrer au village. Votre réponse est inimaginable, impensable. Vous refusez. Car vous vous sentez à l'étroit dans la tradition. Vous ne serez jamais chef de village. Avec justice, le fils du roi, vous volez du bétail pour vous payer des billets de train. Et vous voilà en route vers l'inconnu, vers la liberté, vers le grand monde, vers Johannesburg. Cette décision va changer le cours de l'histoire. Pour survivre, vous trouvez un petit boulot dans une mine d'or. Vous êtes gardien. C'est là que vous découvrez l'injustice, la discrimination, l'exploitation, les salaires de misère. Pourtant, votre pays est très riche. Son sous-sol regorge de charbon, d'or et de diamants. Mais ce sont les Blancs, 20% de la population, qui en tirent tous les bénéfices. Au début de la guerre, nombre d'entre eux ont failli apporter leur soutien à Hitler. Rapidement, vous trouvez un poste de stagiaire dans un cabinet d'avocats. Vous y rencontrez votre premier ami blanc. Sidelski, notre patron, a décidé de donner sa chance à un noir. C'était très rare en 1942, vous pouvez l'imaginer. Nelson et moi avons partagé le même bureau pendant presque 3 ans. On était assis côte à côte. Évidemment, nous sommes devenus amis. On se racontait nos problèmes. Un jour, notre patron, Sidelski, lui accorde une augmentation et lui demande « Nelson, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent ?» Et Nelson lui a répondu « Je vais acheter des bougies pour étudier plus longtemps la nuit. » Votre logement ne fait que 9 mètres carrés. Pourtant, vous direz y avoir vécu vos plus belles années. Vous vivez à Alexandra, un immense quartier noir de banlieue. Belle leçon d'humanité, l'entraide et la solidarité y conjurent l'extrême pauvreté. Il n'affichait pas ses opinions politiques. Mais je pense que l'homme qu'il a réellement influencé, c'est Walter Sisulu, parce que Sidelski, notre patron, n'arrêtait pas de lui dire « Nelson, ne traîne pas trop avec Walter Sisulu, ou tu finiras en prison un de ces jours. » Votre mentor en politique, Walter Sisulu, milite à l'ANC, le Congrès national africain, le plus grand parti de défense des Noirs créé dès 1912. Sans lui, qui sait quel aurait été votre destin? Sisulu, lorsque je l'ai interviewé, m'a dit « Un jour, Nelson Mandela est entré dans mon bureau et j'ai vu un vrai leader. On ne peut pas devenir un mouvement de masse si on n'a pas un vrai leader. Et j'avais devant moi ce beau jeune homme, intelligent et charismatique. Et là, je me suis dit, voici le futur leader de l'ANC. » Au mariage de Walter Sisulu, vous êtes à côté de sa cousine Evelyn Mazes, témoin de la mariée. Vous l'épouserez quelques mois plus tard. Vous aurez 4 enfants. Politiquement, face aux Blancs qui vivent dans un monde où les Noirs n'existent pas, vous trouvez l'ANC trop résignée. Alors, avec Walter Sisulu, vous créez la branche jeunesse de l'ANC, un mouvement radical pour qui la lutte doit uniquement trouver ses racines en Afrique. C'est votre premier engagement en politique.
Beaucoup de membres de la Ligue de la jeunesse ont commencé par rejeter toute idéologie étrangère. Il s'agissait bien sûr du communisme et du Parti communiste. De plus, pour tous les membres de la Ligue de la jeunesse, le mouvement devait être indépendant et s'inspirer de philosophie et d'idées africaines. C'est aussi l'époque où, loin des débats politiques, mais entouré de jolies filles, vous fréquentez les clubs de jazz, la musique des Noirs américains. Votre nouvelle passion, la boxe, le sport des pauvres. Vous êtes doué, si doué qu'on vous prête le projet de passer professionnel. Aux élections de 1948, vous êtes noir, donc vous n'avez pas le droit de voter. Pas plus que les Indiens, pas plus que les Métis. Les Blancs minoritaires se donnent au Parti nationaliste. Son programme, le retour au temps des pionniers, les afrikaners, dans un monde régi par la tradition et la religion, où le noir n'y est qu'un sous-être. Ik is een Afrikaner. Mijn verhaal is het verhaal van een nieuwe volk, met een nieuwe taal. La discrimination devient de plus en plus forte. Contrôle, arrestations et interrogatoires se multiplient. Tout est fait pour faire sentir aux Noirs qu'ils sont tout juste tolérés sur la terre de leurs ancêtres. Face à un tel régime, vous rompez l'isolement dans lequel se complaisait le mouvement des jeunes de l'ANC et lancez une campagne de contestation nationale ouverte à tous les opposants. C'est une première. Au cours de la campagne de protestation nationale, Mandela reconnaît être passé d'une position africaniste à une position non raciale. C'est là que l'on commence à formuler le slogan « L'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui l'habitent ». In Johannesburg, premier city of South Africa, thousands of colored people went to attend a protest meeting called by the African National Congress, the first move in a campaign that may lead to civil disobedience. La désobéissance civile, c'était une des méthodes que nous préconisions. Cela nous a amené inévitablement à la non-violence et à la résistance passive dans la tradition de Mahatma Gandhi. Nous avons été à bonne école et nous avons appris à nous organiser et collecter des fonds à la manière de Gandhi. Pourquoi avez-vous rarement parlé de Gandhi? Seriez-vous gêné qu'on vous compare à lui? Lui qui vécut 22 ans en Afrique du Sud? Lui qui a été victime du racisme des Blancs et en a tiré sa théorie de la non-violence? Lui qui, comme vous, est devenu une légende vivante? Seuls vos proches, vos très proches, ont recueilli vos confidences. Monsieur Mandela tient Gandhi en très haute estime. Il en parle toujours en des termes très élogieux. J'ai toujours pensé qu'il avait été profondément inspiré par le Mahatma Gandhi et par sa non-violence. Avocat, comme Gandhi, vous ouvrez un cabinet en 1952. Le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. Petite provocation, vos bureaux font face au tribunal de Johannesburg où ne siègent que des Blancs. Leur cabinet ne désemplissait pas. Pour beaucoup de Noirs, c'était une manière d'exprimer leur confiance en eux que de se faire défendre par un avocat noir. Il y avait même des paysans car on parlait leur langue. Leurs clients étaient très pauvres. Votre associé, Oliver Tambo, un copain de l'université de Fort Hare. Il deviendra président de l'ANC. Quand vous serez emprisonné, c'est lui qui alertera le monde entier et vous sauvera de l'oubli.
Vous êtes un avocat célèbre, mais vous n'avez plus le droit de vous asseoir où vous voulez dans les lieux publics. De nouvelles lois divisent la société en soi-disant races, et il leur est interdit de se mélanger. Avec des dizaines de mouvements d'opposition, vous adoptez une charte des libertés qui prône l'avènement d'un régime multiracial démocratique gouverné par le peuple. Le Parti communiste clandestin soutient la charte des libertés. En pleine guerre froide, cela donne au gouvernement un prétexte pour arrêter tous les responsables de l'opposition, dont vous, Nelson Mandela. The drill hall in Johannesburg, used as a courtroom, drew big crowds to the opening of South Africa's mass treason trial. 152 people, Africans, Indians, Cape Coloreds and Europeans, are accused of plotting to overthrow the government and other treasonable activities. There was strong support for the prisoners from thousands, mostly African, who gathered outside. And later, there was rioting. La procédure s'éternise pendant des années. Faute de preuves, tous les accusés sont acquittés. Une caméra amateur saisit votre joie à l'énoncé du verdict. J'étais en train de parler à Nelson Mandela à l'extérieur du tribunal quand il m'a dit « Mon Dieu, tu as vu ça dans la voiture ?» J'ai tourné la tête. C'était Winnie. Jeune travailleuse sociale, votre nouvelle épouse Winnie deviendra au fil des ans l'icône de l'ANC et l'incarnation de la souffrance du peuple. Son surnom, la mère de la nation. Ensemble, vous aurez 2 enfants. Votre nouvel ennemi, c'est lui, Hendrik Verwoerd, qui fut un temps proche des jeunesses pro-nazis. En 1958, il gagne les élections et assume avec cynisme l'apartheid, le nouveau nom du racisme d'État. Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid. And I'm afraid that has been misunderstood so often. It could just as easily, and perhaps much better, be described as a policy of good neighborliness, accepting that there are differences between people. Les Noirs sont brutalement déplacés dans des quartiers réservés, les townships, soi-disant pour améliorer leur habitat. Tous, vous devez porter en permanence un laissez-passer pour justifier que vous avez le droit d'être où vous vous trouvez. Alors la violence est partout. Le drame était inévitable. Il porte un nom, Sharpeville. Demonstrations against the South African government's strict apartheid policies flare into shocking violence. At Sharpeville, an industrial township, thousands gather outside a police station in protest against new laws requiring every African to carry a pass at all times. The crowd refused to disperse and began stoning the police, who opened fire into the crowd from behind a wire fence. In 2 days of demonstrations that began here, between 50 and 100 were killed and hundreds injured. Worldwide protests were raised. The conditions that led to the Sharpeville tragedy continue unchanged. Sharpeville was some of the worst things that happened. Sharpeville est une des pires atrocités de l'apartheid dans les années 60. Les massacres de Sharpeville ne peuvent pas être mesurés, mais je les situerai tout en haut ou tout en bas sur l'échelle de l'inhumanité. En quelques semaines, l'histoire s'accélère. Votre parti, l'ANC, est interdit. L'état d'urgence est proclamé. En Angleterre, de plus en plus de voix stigmatisent l'apartheid. L'Afrique du Sud quitte le Commonwealth et proclame son indépendance. What is our future? And I want to make quite sure that I will not be misunderstood.
I see our republic, the republic of the English and the Afrikaans speaking alike, governing what is the heritage of white South Africa. Vous êtes désormais seul face aux fascistes. Aucun espoir n'est permis, alors vous entrez en clandestinité. Un journaliste anglais parvient malgré tout à vous retrouver. C'est votre première interview. The Africans want the franchise on the basis of one man, one vote. They want political independence. We have made it very clear in our policy that South Africa is a country of many races. There is room for all the various races in this country. Now, if Dr. Verwoerd's government doesn't give you the kind of concessions that you want sometime soon, is there any likelihood of violence? There are many people who feel that the reaction of the government to our stay at home, ordering a general mobilization, arming the white community, arresting 10,000s of Africans, the show of force throughout the country, notwithstanding our clear declaration that this campaign is being run on peaceful and non-violent lines, close the chapter as far as our methods of political struggle are concerned. Quand il a dit « le chapitre est clos », ça voulait évidemment dire « prenons les armes ». M. Mandela est très méticuleux dans tout ce qu'il entreprend. Donc, il a voulu faire des essais. Il a fabriqué une bombe avec des camarades. Je n'étais pas présent. Et ils sont allés la tester non loin de Johannesburg. Une de ses recommandations essentielles était, quand on pose une bombe, il ne doit y avoir aucun blessé. Votre campagne de sabotage ébranle le régime. Vous partez à l'étranger chercher des soutiens militaires supplémentaires. L'Afrique du Sud est dans le bloc occidental. Alors, en pleine guerre froide, les pays socialistes vous soutiennent. URSS, Algérie, Chine, Tanzanie, Cuba. Des camps d'entraînement militaires secrets fleurissent en Afrique. Ils réunissent bientôt des milliers de volontaires. À peine rentré en Afrique du Sud, vous êtes arrêté. Accusé de sortie illégale du territoire et d'appel à la grève, c'est en costume traditionnel Xhosa que vous vous présentez au tribunal. Il a décidé d'assurer sa propre défense et a prononcé un discours devenu célèbre. Pourquoi, moi, un noir, je devrais comparaître devant un magistrat blanc? Le procureur est blanc, l'huissier est blanc, il y a quelque chose d'anormal ici. Il était magnifique. Il était vraiment sublime. On aurait dit Dingaan, le grand guerrier. Je le revois encore debout devant ses juges quand ils l'ont condamné à 5 ans d'emprisonnement en 1962. Nous étions sidérés. Mais je me disais à moi-même, 5 ans, ce n'est pas si long. Il sera libéré avant 5 ans et le combat continuera. Ce n'est pas 5 ans que vous allez passer en prison, mais 27. Vous aurez 71 ans quand vous retrouverez la liberté. En effet, quelques mois après votre condamnation, la police arrête toute la direction clandestine de l'ANC. Un film de propagande d'époque, bizarrement tourné en allemand, reconstitue grossièrement l'événement. De nombreux documents trouvés sur place vous compromettent. Avec vos camarades de l'ANC, vous êtes accusé de tentative de coup d'État. Endlich. Herr Leutnant, ich glaube, Sie haben gefunden, was Sie suchten. Votre procès va durer 6 mois.
6 mois sur lesquels comptait la dictature pour vous réduire au silence. 6 mois qui vont faire de vous un mythe, Nelson Mandela. Notre but était d'éviter la peine de mort. Essayer d'obtenir l'acquittement était hors de portée. Notre décision a été immédiate. Ce n'est pas un procès ordinaire, c'est un procès politique. Juridiquement, c'était perdu. On devait se battre politiquement. Mes camarades et moi avions décidé que si nous étions condamnés à mort, nous ne ferions pas appel. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities. Il m'a remis un brouillon de sa plaidoirie dans lequel il disait « Voilà ce que j'ai fait, je suis prêt à mourir ». Je l'ai parcouru et je lui ai dit « Tu sais Nelson, on pourrait t'accuser de rechercher le martyre. Je ne crois pas que tu aies envie de mourir. Tu as envie de vivre. Pourquoi tu n'ajouterais pas simplement les mots « si nécessaire, je suis prêt à mourir ». It is an idea for which I hope to live for and to see realized. But my Lord, if it needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. Un silence impressionnant régnait dans le tribunal. C'était un moment très intense, très dramatique. Et j'ai réalisé qu'il disait « Pendez Nelson Mandela, pendez Walter Sisulu, pendez Dennis Goldberg, pendez-nous tous ». Le sentiment qui m'a envahi n'était pas la peur, mais la fierté d'être là où j'étais. Quand le juge nous a dit « Levez-vous pour entendre la sentence », on s'attendait à la mort. Dans le monde entier, on s'est mobilisé. La dictature s'incline. Vous sauvez votre tête, mais vous êtes condamné à la réclusion à perpétuité. As a result of this life sentence, have you lost hope? I shall never lose hope, and my people shall never lose hope. In fact, we expect that the work will go on. Avec 6 de vos camarades de l'ANC, vous êtes déportés à Robben Island, un pénitencier entouré de requins au large du Cap. Depuis des siècles, on y meurt. Du climat, du manque de soins, et plus souvent à cause des travaux forcés ou de la torture. Nous avons été condamnés aux travaux forcés. On devait s'asseoir sur des blocs de béton et casser des grosses pierres avec des marteaux de 3 kilos, puis casser des pierres plus petites pour en faire du gravier. Les vrais travaux forcés ont commencé à la carrière. Tous les jours, on travaillait à la pioche et à la pelle. Et nos mains étaient en sang et couvertes d'ampoules.
Un jour, les gardiens ont convoqué Mandela et lui ont dit « On est prêt à vous exempter de travail et à vous accorder une alimentation et un habillement à part. » Et il a dit « Non, je ne veux aucun traitement de faveur, je suis un prisonnier comme les autres. » 10 heures de travail par jour, aucun chauffage dans les cellules, seulement 2 visites autorisées chaque année, un courrier systématiquement censuré. Tout est fait pour briser les personnalités les plus fortes. D'autant que la monstruosité de l'apartheid trouve encore ici sa place. Si vous étiez métis ou indien, vous aviez droit à des pantalons longs, à des chaussures convenables et à une veste pour le froid. Mais les Noirs comme moi n'avaient droit qu'à des culottes courtes. La logique par rapport aux culottes courtes, c'était que chaque Africain noir, quel que soit son âge, restait un enfant, boy ou girl. Les petits-enfants blancs parlaient tranquillement de leur boy jardinier, même si ce dernier avait la cinquantaine et davantage. Et un boy, ça porte forcément des culottes courtes. C'était ça, la mentalité de l'apartheid. La méthode de Gandhi face à l'emprisonnement, c'était, pour ainsi dire, de prendre le contrôle de la prison. L'arme principale de l'État envers le détenu consistait à l'isoler en tant qu'individu. Comme Gandhi l'a montré, il fallait s'organiser dans la prison et organiser les détenus. Mandela nous a fait comprendre qu'il ne faut pas nécessairement réagir à tout ce qui se passe en prison. Il faut une stratégie d'ensemble, avec des buts et des objectifs bien définis, puis œuvrer lentement mais sûrement à la réalisation de ces objectifs. Ceux d'entre nous qui avions une vision politique ne nous sommes jamais un seul instant laissés aller au pessimisme. Pour nous, la victoire était certaine. Ce n'était qu'une question de temps. En 1968, votre mère décède, puis votre fils, l'année suivante, dans un accident de voiture. À chaque fois, on vous refuse d'assister aux obsèques. Vous restez seul face à vos souffrances. Il n'y a que le combat politique qui vous maintienne en alerte. Mandela m'a persuadé d'apprendre avec lui l'Afrikaans, la langue de l'oppresseur. Et il a employé un argument intéressant car j'étais un jeune homme très remonté et très hostile à cette idée. Il m'a dit « Mac, tu es d'accord que nous sommes engagés dans une longue guerre ?» J'ai répondu « oui ». Mandela a continué « Nous sommes les généraux dans notre camp, mais pour gagner la guerre, nous devons comprendre comment raisonnent les généraux dans le camp ennemi. » C'est vrai, je lui ai répondu. Et il a continué « On ne peut pas tendre une embuscade à l'ennemi si on ne sait pas comment le général dans le camp d'en face réfléchit. » En fait, comme il l'a dit lui-même, il fallait changer ce lieu de châtiment en un lieu d'enseignement. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Nous avons fini par transformer Robben Island en une université. Monsieur Mandela était un vrai fanatique quand il s'agissait des études, y compris avec sa famille. Il a même dit à l'un de ses enfants, « Si tu ne reprends pas tes études, ce n'est pas la peine de venir me voir. » Avec nous, c'était pareil. Il nous forçait à étudier. La liberté viendra et nous devons nous former afin de mieux combattre pour notre libération.
Et lorsque la liberté viendra, être capable de diriger le pays. Alors étudier, étudier, étudier. Déjà 13 ans que vous êtes incarcéré et aucun espoir de libération. Sur le continent, à l'apartheid s'ajoutent des problèmes sociaux de plus en plus aigus. De nombreux mouvements de lutte apparaissent. La violence envahit la vie quotidienne. L'ANC et le Parti communiste, décimés, prônent la retenue. Les jeunes des townships, eux, n'ont rien à perdre. La situation explose dans la banlieue de Johannesburg, à Soweto. Je n'oublierai jamais le jour où un enseignant est venu dans mon école administrer des châtiments corporels parce qu'on avait refusé de faire un devoir en afrikaans. Nous étions fous de rage. On n'arrivait pas à concevoir une chose pareille. Du coup, nous sommes tous sortis de la classe. Le gouvernement a voulu imposer la langue afrikaner à l'école. Le pays est à feu et à sang. 1000 morts dans les townships en 6 mois. Des dizaines de milliers d'arrestations. 1976 a été un tournant historique. L'exemple pratique de comment on peut se débarrasser de la peur. Would you be prepared to take up a gun and kill someone in order to achieve what you would regard as your freedom? Now, I know I can. You would? Now I know I can. In the past, I didn't. But when I saw my children mowed down in Soweto in 1976, then I realized that in order to defend that, I would do exactly the same. J'ai été condamné à 5 ans d'emprisonnement à Robben Island. Après avoir posé le pied sur l'île, j'ai entendu une voix provenant de la fenêtre d'une des cellules qui demandait « Qui est Seth Mazibuko ?» Ça, c'est moi. Et un vieux prisonnier qui venait à Robben Island pour la seconde fois m'a dit « Tu viens d'entendre Mandela. » Ils nous ont dévisagés et nous ont dit « Vous, vous êtes habitués à l'esclavage, vous êtes des esclaves dans vos têtes. Nous, on va s'insurger et se battre. » Mandela et tous les leaders de la vieille école aimaient les choses carrées et bien ordonnées. Une vie bien réglée. Se réveiller à 6 heures. Faire son lit parfaitement. Ce genre de choses. Et ils se retrouvaient face à des gamins qui savaient juste jeter des pierres et qui leur disaient « C'est n'importe quoi tout ça !» Au bout d'un moment, Mandela et Sisulu leur ont dit « Vous êtes en prison à présent. Vous pouvez tuer une dizaine de matons, mais vous serez pendu, ou vous resterez plus longtemps en prison. Tant que vous êtes là, vous devez vous former, progresser, afin de mieux servir le peuple une fois dehors. » La première chose que j'ai apprise de ce vieil homme, ne jamais se précipiter pour prendre une décision. Ça, Mandela le disait dans tous les messages qu'il nous adressait. Ne jamais se précipiter pour prendre une décision. Premier point. Deuxième point. Ne pas s'éloigner de son ennemi, mais plutôt le garder à l'œil pour mieux surveiller toutes ses manœuvres. Même quand il s'apprêtera à vous tirer dessus, vous saurez à quel moment il charge son arme. Troisième point. Toujours consulter largement. Dès que Mandela avait une question à débattre, il consultait tout le monde.
Dans le monde entier, Nelson Mandela, les mouvements anti-apartheid réclament votre libération. Alors le régime tente de désinformer l'opinion. Pour faire croire que vos conditions de détention sont excellentes, on invite des journalistes et on vous exhibe devant les caméras. Votre attitude à cet instant-là est une leçon de dignité. Ce seront les seules images de vous tournées durant vos 27 années d'incarcération. Cette propagande ne sert à rien. Dans l'impasse, le régime va jusqu'à vous proposer la liberté, à condition que vous restiez reclus dans votre province natale du Transkei, où un État fantoche vient d'être créé. Mandela a répondu. J'ai vu la lettre de mes yeux. Mandela a répondu la chose suivante. Si vous me transférez dans le Transkei, je vous promets, et je vous avertis que dès que j'aurai posé le pied dans le Transkei, rien ne m'arrêtera de marcher en direction de Soweto à Johannesburg. Rien ne m'en empêchera. Cela sera mon itinéraire et mon objectif. Alors, tout a été annulé. En 1982, après 18 ans passés à Robben Island, vous êtes transféré à la prison de Pollsmoor, dans la banlieue du Cap. Vos conditions de détention s'améliorent. Il est plus facile pour vos proches de vous rendre visite. À la prison de Pollsmoor, Mandela est devenu comme un père pour moi. Je pouvais lui soumettre n'importe quelle requête. Il m'écoutait, me prodiguait ses conseils, il essayait de m'aider. Mais il m'a aussi mis une pression énorme au sujet des études. Il voulait vraiment que j'étudie. Quand les consultations avec les avocats ou certaines visites étaient placées sur écoute, je portais un micro-espion sur moi. Mais en me grattant l'oreille, je m'arrangeais toujours pour lui faire comprendre. Ainsi, il pouvait faire passer son message à ceux qui surveillaient ses propos. À partir de 1983-1984, les rapports de nos services de renseignement ont commencé à indiquer sans embâche au gouvernement de Peter Willem Botha qu'il fallait s'acheminer vers un règlement politique. Sinon, on risquait de voir les combats continuer entre le gouvernement et la majorité de la population représentée par l'ANC. À l'étranger, les manifestations se multiplient contre l'Afrique du Sud, dirigée d'une main de fer par Peter Willem Botha depuis 1978. Le monde entier continue de réclamer votre libération. Un boycott économique de votre pays se met en place. Le régime n'a plus le choix. I am prepared to release Mr. Mandela if he would say that he rejects violence as a means to reach and to achieve political ends. Mandela a été convoqué par le directeur qui lui a dit « Voici la déclaration du président Botha. Vous, vos camarades et tous les prisonniers politiques dans le pays seraient libérés si vous prenez un certain engagement. » Nous en avons parlé toute la nuit et nous avons refusé. Pour la première fois depuis 21 ans, les Sud-Africains peuvent entendre l'un de vos messages. Votre fille lit en public votre lettre de refus au président Botha. My father said, only free men can negotiate. Prisoners cannot enter into contracts. I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Your freedom and mine cannot be separated. I will return. Amanda!
fin 1985, vous êtes opéré de la prostate dans un hôpital du Cap. Premier pas timide, le ministre de la Justice vient en secret prendre de vos nouvelles. Étrangement, à votre retour en prison, vous êtes séparé de vos amis. Notre première réaction a été de protester. Et M. Mandela a dit « Non, ne protestez pas, il en sortira peut-être du bon ». Sur le coup, nous n'avons pas compris pourquoi il disait cela. Mais en se retrouvant seul, il a eu beaucoup de temps pour réfléchir et il a décidé que le moment était venu de parler avec l'autre camp. Certains ont commencé à douter de l'état de santé de Mandela. Ils se demandaient s'il aurait assez de force et de discernement pour résister aux tentatives de discréditer le Congrès national africain ou sa propre personne. C'est quelqu'un de très noble. Si vous trouvez un terrain d'entente avec lui, il tiendra parole. C'est ainsi qu'on le percevait. Il faudra attendre pourtant 1 an pour que les négociations s'engagent. 1 an de manifestations à travers le monde. 1 an de violence en Afrique du Sud. 1 an supplémentaire d'apartheid. En octobre 1986, secrètement, après 23 ans d'emprisonnement, les pourparlers commencent enfin. Vous vous sentez maintenant en position de force et refusez toujours d'abandonner la lutte armée. Au moment d'évoquer la lutte armée, et c'était le point crucial de cette première rencontre, il a dit très clairement « Ne posons ni vous ni nous aucun préalable au démarrage de ces pourparlers, sinon on n'avancera jamais. » Le gouvernement accepte vos conditions. Neil Barnard viendra vous rencontrer 46 fois avant votre libération. 46 fois, pour être bien sûr que vous n'êtes plus le militant jusqu'au boutiste des années 50. 46 fois pour négocier la transition démocratique. J'ai côtoyé un homme de conviction, et aussi étrange que ça paraisse, d'une grande humilité. Sur les sujets épineux, il ne s'exprime qu'une seule fois. C'est un aspect intéressant de la culture africaine. Ils n'ont pas comme nous l'habitude de s'interrompre à tout bout de champ. Ils pouvaient vous écouter calmement pendant 1 heure sur un sujet comme le communisme. Ils vous invitaient même à développer votre argument jusqu'au bout. Ensuite, il parlait, et quand il avait fini, tout était dit. Si vous vouliez lui répondre, il disait « Non, vous avez eu l'occasion de parler et je vous ai répondu, c'est terminé. » À l'étranger, les pressions s'accentuent. Juillet 1988. Les jeunes du monde entier fêtent vos 70 ans. Vous étiez déjà en prison quand ils sont nés, vous y êtes encore. À la tribune, Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Une voix impossible à étouffer. Now, just one little thing. I want you to make 10 Downing Street here. I want you to make Pretoria here. I want you to make Colesmore here. And this is the last thing. What do we want? Now you say, free Nelson Mandela now. Right? What do we want? No. They don't hear that, man. Try again. What do we want? Une piscine privée, du personnel de maison, des visites autorisées, votre situation de prisonnier politique le plus célèbre du monde est paradoxale. Les autorités vous ont transféré dans l'enceinte d'un pénitencier perdu dans la campagne, loin du regard indiscret des journalistes. Les négociations s'intensifient. Le 5 juillet 1989, vous êtes reçu en secret par le président de la République.
Ce fut une rencontre fort intéressante. Naturellement, vu leur grand âge, ils ont commencé par parler de la famille et des petits-enfants. Je vous trouve en forme. Oui, monsieur Mandela, vous aussi, vous êtes en forme pour votre âge. Et vous, comment va la santé? Oh, je fais pas mal d'exercices. Ensuite, ils ont parlé longuement du rôle que nous devions tous jouer dans le développement de l'Afrique. Et de toute évidence, il y avait convergence de vues. C'était une rencontre réussie. À peine les négociations commencent-elles à haut niveau que Botha, malade, est remplacé à la tête de l'État par Frédéric de Klerk, un professionnel de la politique plusieurs fois ministre. Premier signe de changement, des dizaines de milliers de personnes sont autorisées à manifester au Cap. C'est une première. Hey, Mr. de Klerk. You have lost. You have already lost. They try to make us one color purple. We say we are the rainbow people. We are the new people of a new South Africa. Quelques semaines plus tard, avec votre accord, vos principaux compagnons de lutte sont libérés, après 26 ans d'incarcération. Le jour de la libération, je n'en ai plus aucun souvenir. Il y avait trop de choses à emmagasiner. Nous étions déboussolés par la technologie moderne, les fax, les distributeurs automatiques, les cabines téléphoniques, les routes, les ceintures de sécurité, les autoroutes à 4 ou 5 voies. Quand nous sommes entrés en prison, il n'y avait qu'une seule voie. 2 mois plus tard, vous reprenez la route de la présidence de la République. Le président de Klerk vous y attend. Ce soir-là, nous avons soigneusement évité d'aborder les sujets sérieux. C'était juste une première prise de contact. J'en ai retiré l'impression que ce n'était pas un homme amer, ce que je trouve remarquable. L'absence d'amertume est l'une des choses les plus remarquables chez Mandela. Vous rentrez dans votre prison dorée sans avoir cédé sur un point capital. Pas d'avancée des négociations sans démantèlement total de l'apartheid. De Klerk, pragmatique, aura l'habileté d'accompagner la marche de l'histoire. The prohibition of the African National Congress, the Pan-Africanist Congress, the South African Communist Party and a number of subsidiary organizations is being rescinded. People serving prison sentences merely because they were members of one of these organizations, or because they committed another offense which was merely an offense because a prohibition of one of the organizations was in force, will be identified and released. Lorsque M. de Klerk a annoncé la légalisation de toutes les organisations, y compris Umkhonto we Sizwe, la branche armée du Front de Libération, et qu'il allait libérer M. Mandela, le geste était si ample qu'il nous a pris au dépourvu. Je me souviens m'être assis et m'être demandé « Et maintenant on fait quoi ?» Même Umkhonto we Sizwe n'est plus interdit. Our victory for every South African, black and white, we are going to be free, all of us together. Bientôt la liberté. Vous avez 71 ans et l'avenir de l'Afrique du Sud repose sur vos épaules. Je lui ai dit, Monsieur Mandela, la décision a été prise de vous libérer sans condition le 11 février 1990 à Johannesburg. Aussitôt, il m'a dit, mais c'est beaucoup trop tôt. Je ne veux pas être libéré le 11 février. Pourquoi ? Il m'a répondu, parce qu'il nous faut encore du temps pour nous préparer. Je lui ai dit,
Monsieur Mandela, vous et moi allons négocier de nombreux points après votre libération, mais la date de votre libération n'est pas négociable. Sa libération a été un catalyseur énorme. Et l'immense vague d'espoir suscitée dans le monde entier s'est incarnée dans la vie d'un seul homme. Mandela pouvait être à la hauteur, mais aussi échouer. Par bonheur, il a été à la hauteur. It is our belief that the future of our country can only be determined by a body which is democratically elected on a non-racial basis. Mr. de Klerk himself is a man of integrity. Mandela said that Mr. de Klerk is a man of integrity. Mandela a déclaré que M. de Klerk était un homme intègre. Encore aujourd'hui, je le taquine à ce sujet. Comment as-tu pu dire une chose pareille? C'est l'ennemi, le raciste. Mais j'en ai tiré l'enseignement suivant. Quand on commence des négociations, et quelle que puisse être l'amertume envers l'ennemi, il faut montrer que l'on a foi en l'intégrité de son adversaire, si on veut vraiment négocier. 2 jours plus tard, ils sont des centaines de milliers d'habitants de Soweto, votre banlieue de Johannesburg, à fêter votre retour. Depuis 27 ans, vous étiez un nom. Dans un instant, vous aurez un visage. We must clearly demonstrate our goodwill to our white compatriots and convince them by our conduct and arguments that a South Africa without apartheid will be a better home for all. The ANC will pursue the armed struggle against the government as long as the violence of apartheid continues. Tout le monde veut vous approcher, vous toucher, vous arracher un sourire ou un regard. À votre arrivée chez vous, à Soweto, Walter Sisulu et Ahmed Kathrada vous fêtent. Mais derrière ces moments de bonheur, des drames affleurent, intimes cette fois. Winnie et lui se tenaient par la main à sa sortie de prison. Mais hélas, leur mariage avait vécu. Pourtant, il avait tellement rêvé de ces retrouvailles. Je crois que les gens n'imaginent pas combien tout cela a pu le faire souffrir. L'horreur s'est en effet abattue sur vous il y a quelques mois. Winnie, votre épouse, aidée de ses gardes du corps et de son ancien amant, a trempé dans l'affaire Stompie Moketsi, un jeune militant de 14 ans assassiné, qui passe à tort pour être un informateur de la police. Winnie, parce qu'elle était votre épouse, a connu l'emprisonnement, la violence et la relégation. Alors vous lui restez symboliquement fidèle et l'associez à votre libération. Vous catalysez la haine de l'extrême droite. Elle ne cache pas sa fascination pour les nazis. Au même moment, partout dans le pays, la violence explose, trop longtemps contenue. Comme si votre libération autorisait tous les débordements. Une guerre civile est en marche. Vous n'avez que vos mots pour la stopper.
message to those of you involved in this battle of brother against brother is this. Take your guns, your knives, and your pangas and throw them into the sea. L'enthousiasme que la jeunesse vous porte déborde largement les frontières sud-africaines. Vous offrez à l'Afrique le visage d'une fierté qu'elle n'avait peut-être jamais osé montrer. Plus d'un homme s'en serait enivré et aurait cru la victoire acquise. It is quite clear that the government is not yet prepared to meet us. And you can't expect us, therefore, to make any concessions with the government. Votre combat pour abattre l'apartheid est loin d'être terminé. Il va durer d'interminables années. Il faut attendre plusieurs mois pour que les négociations sur la transition démocratique reprennent avec le gouvernement. Tout était matière à discussion et notre position n'était pas rigide. Bien entendu, nous restions fermes sur nos principes. La dignité humaine, la citoyenneté pleine et entière, c'était la base. On ne pouvait pas transiger là-dessus. Tout le reste était négociable. Les négociations entre l'ANC et le gouvernement ont buté sur un problème qu'il a fallu résoudre. Comment réconcilier le principe d'un gouvernement élu par la majorité avec les peurs et les angoisses de la minorité blanche? Le gouvernement vous demande de renoncer à la violence. Vous refusez, mais faites preuve d'un sens aigu de la communication. Vous vous adressez aux Afrikaners dans leur langue. Effet médiatique garanti. Lange gemeenschap, insluitende de Afrikaners, niks te vrees het van de ANC nie. De samenstelling van de afvaardiging van de ANC. I would like to say that the discussions took place in a friendly atmosphere. There was opportunity for straightforward discussions. We talked straight. I must tell you that 27 years ago, when I went to jail, I had no vote. And 27 years thereafter, I still have no vote. And that is due to the color of my skin. À l'heure où vous négociez la réconciliation nationale, un nouveau vent de violence embrase le pays. Les extrémismes se déchaînent. L'histoire se précipite dans l'abîme. À ce moment-là, le gouvernement sud-africain a lâché ses chiens de guerre. Des unités violentes qui assassinaient des gens dans les townships. Les partisans de la force espèrent que vous réagirez à la violence par la violence. Ils auraient ainsi un prétexte pour maintenir en place l'apartheid. We do not see why so many people should have been killed when the government has got a very strong, efficient, and well-equipped army and police force. And we are very critical of the way the government is handling the matter. Votre refus de céder à la violence impressionne et renforce vos soutiens dans le monde entier. On vous y accueille comme un chef d'État. On salue votre courage, on vous élève au rang d'icône. Bientôt, les négociations reprennent. Vous êtes plus fort que jamais et les aborder sans avoir formellement renoncé à la violence. Une position inacceptable pour le président de Klerk. We will have a party with a pen in the one hand and claiming the right to still have arms in the other hand. And that, in essence, cannot be conducive to a really peaceful process and to real negotiation.
I am gravely concerned about the behavior of Mr. de Klerk today. Even the head of an illegitimate, discredited minority regime as his has certain moral standards to uphold. À mon avis, c'est ce jour-là que le pouvoir a fini par basculer. C'est indéniable. Pas avant et pas après. Ce jour-là, en public, quand Mandela a proclamé au monde entier « Nous n'allons pas nous laisser faire ». And I have said to him on countless occasions that no useful purpose will be served by the National Party trying to undermine the African National Congress. He continues to do exactly that, and we are going to stop him. You see there the anger of a man. On sent toute la colère d'un homme qui veut la paix et qui œuvre sans relâche pour la paix, mais qui, s'il faut se battre, est prêt à partir en guerre. He is calling on us to disband Umkhonto we Sizwe. Yet hit squads are operating freely in this country. But as long as he's playing this double game, he must be clear that we are not going to cooperate with him on this matter. He can do what he likes. We are not going to disband Umkhonto we Sizwe. And I felt very aggrieved by his J'ai été très peiné par ces allégations selon lesquelles je fermais les yeux sur beaucoup de choses et que la situation m'échappait. De mon côté, j'avais moi aussi le sentiment que l'ANC n'en faisait pas assez. Et par la suite, si on a eu la preuve que des éléments au sein des forces de sécurité menaient des activités clandestines contre mon autorité, il est devenu tout aussi clair que l'ANC menait des actions clandestines contre l'autorité de M. Mandela. I am prepared to work with him, in spite of all his mistakes. And I'm prepared to make allowances because he is a product of apartheid. Although he wants these democratic changes, he has sometimes very little idea what democracy means. L'histoire vacille. L'extrême droite fait de plus en plus peur et menace de faire échouer la transition démocratique. De Klerk joue son va-tout. Il organise un référendum sur la poursuite des négociations avec l'ANC. C'est la dernière fois que seuls les Blancs ont le droit de vote. Le oui l'emporte avec 68% des suffrages. Ladies and gentlemen, today will be written up in our history as one of the most fundamental turning point days in the history of South Africa. Today we have closed the book on apartheid. Plus de 2 ans après votre libération, vous semblez enfin proche d'un accord lorsque le sang des vôtres coule à nouveau. Ce sont des Noirs qui l'ont fait couler. Des Noirs de l'Inkatha, le parti des Zoulous, le grand peuple d'Afrique du Sud qui est minoritaire dans l'ANC. Son chef, Buthelezi, est prêt à tout pour ne pas vous voir diriger le pays. Tout, c'est-à-dire déclencher une guerre avec l'ANC. Elle va faire des milliers de morts. L'Inkatha de Buthelezi travaillait avec le gouvernement de l'apartheid. Il entraînait les hommes de l'Inkatha qui prenaient part aux violences. Alors oui, il y avait de graves tensions. I can no longer explain
to our people why we continue to talk to a government, to a regime which is murdering our people, which is conducting war against us. Quand l'Inde et le Pakistan se sont séparés, Gandhi a entamé une grève de la faim et il a dit qu'il ne mangerait pas tant que les violences continueraient. Alors j'ai dit à Nelson, « Pourquoi tu ne fais pas ça ?» Il m'a regardé et m'a dit, « Je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas Gandhi. Je ne peux pas. » Vous montez des opérations villes mortes dans tout le pays et organisez d'impressionnantes démonstrations de force. Elles rassemblent pacifiquement des millions de personnes. Plus que jamais, le peuple est derrière vous. Même au plus fort de ces marches de protestation massives, nos deux négociateurs principaux n'ont jamais cessé de se parler. Le gouvernement ne cède toujours pas. Alors pour le faire chanceler, l'ANC démantèle violemment les frontières du Bantoustan du Ciskaï, un État fantoche réservé aux Noirs selon les lois de l'apartheid. La tuerie qui s'ensuit, effroyable, ne change rien. Il est clair qu'il faut en revenir à la raison. Les négociations sur la transition démocratique reprennent. Nous sommes retournés à la table des négociations et nous avons dit « Fixons une date pour les élections le 27 avril 1994 ». Et les négociateurs ont dit « Mais on n'a même pas conclu d'accord ». Nous avons dit « Si on ne le fait pas, ce sera l'explosion dans le pays. Prenons nos responsabilités ». Et nous l'avons fait. Quelques mois avant les élections, vous partagez avec Frédéric de Klerk le prix Nobel de la paix. Rien ne pourra plus désormais entraver le processus démocratique. Vous avez 76 ans et comme un jeune homme, vous entamez votre première campagne électorale. Et la vérité, c'est que les élections de 1994, pour lesquelles tout le monde prédisait un bain de sang, ont été singulièrement l'événement le plus paisible jamais survenu dans notre pays. Avec plus de 60% des voix, vous devenez le premier président d'une Afrique du Sud démocratique multiraciale. Le combat de toute une vie. Jamais l'Afrique n'avait reçu tant de chefs d'État en même temps. Tous sont là et célèbrent à travers votre victoire celle du faible sur le puissant, du droit sur la force, de l'espoir sur la résignation. I, Nelson Rolihlahla Mandela, do hereby swear to be faithful to the Republic of South Africa. So help me God. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. À peine élu, vous surprenez en annonçant la composition de votre gouvernement.
Fidèle à votre tactique, pour mieux les surveiller, vous confiez en effet un ministère à tous vos anciens ennemis. Ils sont tous là. De Klerk à la vice-présidence, Buthelezi, le chef zoulou aux affaires intérieures, et même à l'énergie, Pik Botha, l'ancien ministre des Affaires étrangères de l'apartheid. M. Mandela trônait souvent tel un vieux sage, toujours prêt à écouter ce que l'autre avait à dire. S'il n'était pas d'accord avec vous, il vous le disait poliment et avec courtoisie. Et c'était très efficace, bien plus que la manière forte ou l'autoritarisme. Votre présidence ne pouvait être que bien particulière. Le monde entier vous rend visite. Poser à vos côtés est un honneur. Avoir droit à l'accolade, le signe d'une supposée proximité. Mais le must, c'est vous avoir comme guide à Robben Island. Vous vous prêtez de bonne grâce à tous ces jeux médiatiques conscients d'incarner le visage d'une Afrique du Sud apaisée. Tout de suite après son élection, Nelson Mandela a commencé à porter ses chemises aux couleurs un peu criardes, que l'on appelle depuis chemise Mandela. Un jour, je lui ai dit qu'il avait un goût abominable. Et vous savez quelle a été sa réponse? Il m'a dit, c'est très amusant venant d'un homme qui porte une robe en public. Yes? Are you as clever as your mom? Or are you clever than your mom? Very good. Le matin, on lisait la presse. C'est ainsi, par exemple, qu'on a appris qu'une vieille femme dans le KwaZulu-Natal, une de nos provinces, vendait du lait pour envoyer le fils de sa voisine à l'école. Mandela a téléphoné à cette femme et l'a invitée à venir déjeuner avec lui à la présidence. C'est le genre de personne que Mandela admire. C'est ça qui le rend vraiment unique. Comme tous les grands tacticiens, vous n'êtes jamais là où on vous attend. 1995, Johannesburg. Finale de la Coupe du Monde de rugby, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande. Nous étions dans les vestiaires quand on a frappé à la porte et Mandela est entré. Personne ne s'imaginait qu'il viendrait. Personne ne s'attendait à ce qu'il porte le maillot des Springboks. Et quand il s'est retourné, il avait le numéro 6, mon numéro, dans son dos. C'était une émotion incroyable. Il a pris la décision de revêtir ce maillot pour montrer que même s'il était noir et que le rugby était un sport associé à l'apartheid, il soutenait l'équipe nationale. Beaucoup de gens ont changé d'avis à son sujet après ce geste-là. Mandela a été un grand communicateur, un génie de la communication. La communication à un tel niveau, ce n'est pas quelque chose qui se décide dans une salle de réunion. Cela relève du génie. Quand je me suis avancé pour recevoir le trophée, M. Mandela m'a tendu la main et m'a dit « François, merci beaucoup pour ce que vous avez accompli pour ce pays. » Et je lui ai répondu « Non, Monsieur le Président, merci à vous pour ce que vous avez accompli pour ce pays. » Certains iront jusqu'à dire que c'est ce jour-là que la nouvelle Afrique du Sud multiraciale est symboliquement née. Les gens ne comprennent pas pourquoi, après avoir été traités comme nous avons été traités et jetés en prison, une fois libérés, nous parlons de travailler ensemble avec nos anciens oppresseurs. Nous leur avons dit, travaillons ensemble et oublions, laissons de côté nos différences qui vous ont fait nous envoyer en prison. Travaillons ensemble pour le bien commun du pays tout entier. Ordinary South Africans are determined that the past be known,
the better to ensure that it is not repeated. They seek this not out of vengeance, but so that we can move into the future together. The choice of our nation is not whether the past should be revealed, but rather to ensure that it comes to be known in a way which promotes reconciliation and peace. Votre désir de réconciliation transgresse les limites usuelles de la justice. En 1996, vous instaurez une commission Vérité et Réconciliation que vous confiez à Desmond Tutu. Pendant 2 ans, des milliers de victimes parleront à leurs bourreaux. Certaines leur pardonneront et éviteront aux criminels des dizaines d'années de prison. With the helicopter method, they put a stick behind your knees and you were hung upside down. Whilst this was happening, you were suffocated. What kind of man that uses a method like this one of the wet bag to people, to other human beings, repeatedly, and listening to those moans and cries and groans? La commission Vérité et Réconciliation n'a pas de tabou. Elle rend aussi justice aux victimes des crimes commis par les mouvements anti-apartheid, dont la branche armée de l'ANC, celle que vous avez créée. She was wearing a long blue coat. Can you remember if you shot her? I would like to hear from each one of you, as you look me in the face, that you are sorry for what you've done. Quand les gens lui disaient « C'est facile pour vous de parler de pardon. Que savez-vous de la souffrance ?» Il pouvait toujours répondre « 27 ans ». La réconciliation nationale en place, vous parachevez votre action en dotant le pays d'une des constitutions les plus démocratiques au monde. Le temps est maintenant venu de vous occuper enfin de votre bonheur personnel. Pour vos 80 ans, vous êtes entouré d'une multitude d'enfants. Comme pour rattraper toutes ces années perdues en détention où vous n'avez pas vu grandir les vôtres. Ce jour-là est exceptionnel. Heureux et serein, vous vous mariez avec Graça Machel, la veuve de l'ancien président mozambicain. Quelques mois plus tard, vous décidez de ne pas briguer un second mandat présidentiel et de vous retirer de la vie politique. Each historical period defines the specific challenges of national progress and leadership, and no man is an island. I belong to the generation of leaders for whom the achievement of democracy was the defining challenge. Je crois qu'il incarne, à notre époque, l'idée même de l'espoir pour le genre humain. I am the product of the people of the world who have cherished the vision of a better life for all people everywhere. Le plus bel héritage qu'il nous laisse, c'est d'avoir ouvert la voie à la réconciliation en Afrique du Sud. I am the product of Africa,
and her long cherished dream of a rebirth that can now be realized, so that all of her children may play in the sun. Mandela, je crois qu'on ne peut pas l'expliquer. Il y a quelque chose d'inné, une force intérieure en lui. Il incarne l'humanisme. Et encore, le mot est faible. The long walk continues. Il est plusieurs choses à la fois. C'est un paysan, un aristocrate, un démocrate. On ne peut pas l'enfermer dans une catégorie. Il est un mélange de plusieurs choses. D'ailleurs, lui-même se plaît souvent à le rappeler, « Je ne suis pas un saint ».